Bon, je suis très heureux, ému d'ouvrir le bal, cas de le dire, dans cette zone critique entre les deux tours. Et aujourd'hui, je vais essayer, donc je vais me présenter très vite, et puis je vais essayer de vous emmener dans cette initiative scientifique qui est la zone critique. Donc je me présente, je suis professeur à l'Institut de physique du globe de Paris. Je suis géologue, je voulais faire de la géologie depuis tout petit, je suis tombé dans les cailloux quand j'étais gamin. Et de fil en aiguille, j'ai fait ensuite de la géochimie, parce qu'on ne fait plus de la géologie, ça n'existe plus. Hein. On ne vit pas de ramasser des fossiles et de collectionner des minéraux, ce n'est pas de la recherche. Et donc j'ai fait une thèse dans les années 95 sur la composition chimique de l'Amazone et du Congo, donc des échelles beaucoup plus grandes que les échelles vers lesquelles je vais vous emmener aujourd'hui. Et petit à petit, j'ai été impliqué dans des réunions de scientifiques, réunions internationales scientifiques, qui ont amené à la définition de ce qu'on appelle la zone critique, qui est avant tout une initiative scientifique. C'est un objet que vous connaissez, en fait, vous ne l'appelez pas comme ça, mais c'est un objet. Mais c'est surtout, à mon avis, une initiative scientifique de reconnexion de disciplines qui se sont séparées dans l'histoire des sciences. Et c'est également, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, le retour vers un atterrissage, pour reprendre les termes de Chloé, vers une science des lieux qui soit un peu plus profonde, un peu plus documentée que juste dire il y a le sol, il y a la biodiversité, il y a le changement climatique. Donc c'est inventer un discours, en fait, sur le monde qu'on habite ou qu'on souhaite habiter et qu'on veut maintenir habitable. Et pour le faire très court, mais vous allez découvrir ça progressivement, la zone critique de la Terre, en fait, c'est la partie habitable de la Terre. Et il faut qu'on se décontamine un peu des idées qu'on nous a mis dans la tête dans les années 80, 70, 80, que la Terre, c'est cette planète qu'on voit, qu'on a la chance de voir de l'extérieur quand on prend une navette spatiale. Cette bille bleue, en fait, on ne vit pas sur une bille bleue, en fait, on vit sur une toute petite partie de la planète, dont je vais essayer de vous expliquer le miracle, d'une certaine manière, de sa création. Voilà, donc il n'y a pas longtemps que j'ai pas connu Bruno très longtemps. Hélas, on s'est rencontrés en 2014, alors que j'organisais un séminaire scientifique à Paris sur la zone critique. Et Bruno, qui était venu me voir quelque temps avant dans mon laboratoire en me disant « mais vous travaillez sur un truc intriguant, parlez-moi-en ». J'ai invité Bruno à cette conférence et Bruno m'a dit « ok, je viens, mais à une seule condition, c'est que je puisse faire le camp de terrain avec vous avant ». Et on a eu le plaisir d'avoir Chantal et Bruno avec nous pendant quelques jours, dans le Jura, dans un temps qui ressemble à celui-là aujourd'hui, sans la pluie. Et c'est comme ça qu'a commencé un travail que j'ai évidemment beaucoup apprécié avec Bruno, qui a permis que cette initiative, qui était une initiative de scientifiques, devienne une initiative, la zone critique, beaucoup plus large et s'adressant à des gens d'horizons beaucoup bien différents des horizons scientifiques dont elle venait. Alors qu'est-ce que c'est ? La zone critique, je vous donne la définition officielle qui a été proposée par un conseil scientifique aux États-Unis, un grand conseil d'orientation de la science. Il y a aux États-Unis, le National Research Council définit les grandes orientations de la science, les donne à la NSF, qui est la National Science Foundation, et la NSF finance les initiatives scientifiques qu'elle a choisies. Donc la zone critique a été proposée comme étant la peau de la Terre, la zone comprise entre les roches dures, inaltérées de la croûte terrestre et le ciel. Et en fait, on fera cet après-midi, pour ceux que ça intéresse, une petite excursion géologique dans le coin. Je vais vous la montrer très concrètement. Je vais vous montrer des roches dures, inaltérées. Vous comprenez bien que la vie ne peut pas se développer dans un caillou. Et que si vous voulez que la vie apparaisse sur la Terre c'est une planète rocheuse du système solaire. Ses sœurs, ce sont Vénus, la Lune, Mars,
Mercure, et vous savez, du peu de connaissances astronomiques, astrophysiques que vous avez, que ces planètes sont des planètes rocheuses sur lesquelles rien ne peut se développer, pas la vie en tout cas, parce qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que la Terre a développé, c'est cette espèce de zone poreuse, meuble, altérée, c'est un mot que je vais utiliser beaucoup, le mot d'altération, et je vais essayer de vous montrer que cette zone altérée, elle n'est pas venue de l'extérieur, elle est issue de la transformation in situ, elle s'est auto-générée dans l'histoire de la Terre comme étant l'endroit où la vie s'est développée, est apparue. Petite remarque tout de suite, je vais parler de la zone critique des continents, parce que sur la Terre, il y a des continents, ça c'est une autre originalité de la planète. On peut étendre ce concept au fond des océans. C'est souvent ce que me disait Bruno, mais je ne vais pas traiter ça parce que dans le Trièves, on ne vit pas au fond d'un océan, même si c'est un ancien océan, on vit à la surface de terre émergée. Donc ce concept, il est plutôt mobilisé dans des endroits de la Terre émergée. Voilà. Et surtout, ce qui est très important et qui est vraiment, vraiment fondamental de comprendre, c'est comment cette initiative est née. Cette initiative, elle est née de plusieurs décennies de recherche en laboratoire. De collègues à moi, qui sont encore en activité, moi j'ai jamais fait ça parce que je ne suis pas quelqu'un de laboratoire, mais des collègues de laboratoire qui souvent venaient de la chimie d'ailleurs, et qui faisaient des expériences dans les laboratoires, par exemple de dissolution d'une roche. Ils mettaient un bout de roche dans un bécher, mettaient de l'acide, machin, et ils regardaient à quelle vitesse cette roche se transformait, se décomposait, dans des conditions de laboratoire. Et à la fin des années 2000, des grandes synthèses de toutes ces données acquises au laboratoire ont été confrontées à des données de terrain. Alors qu'est-ce que c'est que des données de terrain? Je vous proposerai cette semaine une petite manip sur la petite rivière qu'elle a derrière, avec laquelle on pourra estimer des vitesses auxquelles la montagne respire carrément. Et quand cette confrontation entre les données de laboratoire et les données du milieu naturel se sont produites, alors là, stupeur, ça ne marchait pas du tout. Il y avait 3 ordres de grandeur. 3 ordres de grandeur, pour un physicien, ça veut dire 1000, un facteur 1000 de différence, d'accord? Le labo prévoyait que ça allait se dissoudre à telle vitesse, et dans la nature, entre guillemets, je n'ai pas beaucoup utilisé ce mot-là, dans le milieu réel, ça se transformait 1000 fois moins vite. D'accord? Donc la zone critique, elle est née d'un mouvement du laboratoire vers le terrain. Et ça, c'est fondamental. C'est un mouvement des sciences, on va dire de la physique, de la chimie, de la biologie aussi, du laboratoire, vers le terrain. C'est l'inverse je pense que c'est ça qui fascinait d'ailleurs Bruno, qui avait beaucoup travaillé sur Pasteur, c'est l'inverse de Pasteur. Pasteur, il était confronté à l'hygiénisme à la fin du 19e, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a isolé dans le laboratoire l'agent qui causait ces maladies dont on ne savait pas expliquer l'origine. La zone critique, c'est une initiative inverse, c'est un atterrissage de sciences théoriques de laboratoire avec des corpus, bien sûr, de savoir considérables. Hein. Ces sciences, la physique, la chimie, elles ont été inventées au 19e, vers le terrain. Et avec la question de comment je les applique à des cas concrets d'un bassin versant, d'un écosystème au sens large du terme. Voilà. Donc c'est vraiment important, je voulais vraiment vous redire ça dès le départ, c'est un mouvement inverse à celui qu'avaient connu les sciences auparavant. Du coup, c'est un mouvement vers plus de complexité, parce que le laboratoire, c'était pour ça que Pasteur avait inventé le laboratoire. Un laboratoire, tout est simple. Dans un laboratoire, vous allez isoler les facteurs. Vous allez dire à la température, je vais la garder constante dans mon laboratoire, parce que je ne sais pas quel est son effet, donc je la garde constante. Je vais garder la pression constante, je vais garder l'acidité, le pH de mon milieu constant, etc., etc. Quand vous basculez dans le terrain, vous êtes dans un milieu qui, par définition, est complexe. Donc vous allez avoir à gérer une complexité. Donc c'est un mouvement vers plus de complexité. C'est un mouvement qui est évidemment plus systémique, parce que d'où vient la différence entre le laboratoire et le milieu naturel? Pas besoin d'être prix Nobel de chimie pour s'en douter. C'est que dans le milieu naturel, plein de facteurs vont agir en même temps, et que finalement,
ça va faire que ce qu'on a trouvé au laboratoire ne va plus vraiment bien s'appliquer, ou s'il s'applique, eh bien, il va falloir le complexifier, lui donner de la profondeur par rapport à tout le reste. Et puis, c'est important que je vous en parle aujourd'hui, parce que je pense que c'est un des thèmes majeurs de la semaine. Enfin, moi, j'aimerais bien que vous arriviez à donner naissance à des exercices adressant ce problème de l'hétérotemporalité. C'est un mot un peu savant, pour dire que, en fait, quand on va sur le terrain, on est confronté à des temps, à des temporalités qui sont plus celles qu'on maîtrisait au laboratoire. Au laboratoire, mon expérience, je la commence à 9 h, je la finis à 17 h le soir. Je maîtrise ce paramètre-là. Dans le milieu réel, dans la zone critique, en fait, c'est un enchevêtrement de temporalités. Certaines sont très anciennes, sont quasiment géologiques. D'autres sont hyper récentes, l'agriculteur qui a labouré la veille. Et tout ça va devoir être géré en même temps. Voilà. Donc la zone critique, c'est finalement un mélange de plusieurs compartiments. Je vais vous montrer le schéma mauvais avec lequel on peut commencer à travailler, à se la figurer, qui est spécifique à la planète Terre dans le système solaire, qui est variable dans le temps, et cette question des temporalités, elle est fondamentale. Moi, je pense qu'on vit dans une société qui a oublié les temporalités emboîtées. On est dans le présentisme tout le temps. Et cette semaine, elle va être magnifique de ce point de vue-là, parce qu'on va être dans toujours l'instantané du temps présent, et on va regarder au pire l'échéance de l'élection présidentielle dans 3 ans. Mais au-delà, on ne voit rien, on est complètement myope. Donc une mauvaise représentation de la zone critique, c'est ça. Alors elle est super mauvaise, hein, on est d'accord. Hein, je ne suis pas en train de vous vendre ma salade, c'est le cas de le dire. Elle est mauvaise à plus d'un titre. Elle est mauvaise d'abord parce qu'il n'y a pas d'humains. Or, si on est là, c'est parce qu'il y a des humains sur la Terre. Et en tant que géologue, moi, s'il n'y a pas d'humains sur la Terre ne m'intéresse plus beaucoup, en fait. Elle est mauvaise parce que, et ça c'est une des critiques majeures que nous a fait Bruno quand il a commencé à nous fréquenter, il a dit, mais votre diagramme, c'est un bloc diagramme, vous en trouvez plein dans les bouquins de classe, dans les bouquins du lycée, etc. Votre diagramme, il est ouvert vers le haut à l'infini, éventuellement c'est les galaxies, et vers le bas, il est ouvert, on ne sait pas où il va. D'accord, hein, regardez ces trucs-là, grisâtres, là, je n'ai pas de pointeur, les roches, ok. Mais on ne sait pas où on s'arrête vers le bas. Alors, n'empêche que c'est un des dessins avec lesquels on peut expliquer le concept de zone critique. C'est pour ça que je suis devant vous là, pour vous essayer de vous l'expliquer. Donc, dans la zone critique, je vais tout mettre. Je vais mettre le sol cultivable. Alors, la notion de sol en français est horriblement compliquée. Hein. Qu'est-ce que c'est que le sol? On pourrait quasi faire un chantier là-dessus, hein, cette semaine. C'est quoi le sol? C'est le sol, voilà. Le sol de Bardella, ce n'est pas le sol de l'agriculteur, qui est encore moins le sol du géologue, parce que pour un géologue, le sol, il s'étend de la surface de la Terre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, le géologue, avec sa tarière, creuser. Donc c'est là où il atteint des roches. Mais si vous faites venir un foreur, le foreur, il va vous faire 100 mètres de forage, mais en fait, il se peut très bien qu'il passe dans des roches et qu'après, il repasse dans des zones complètement pourries où il y a de l'eau, des vivants, etc. Donc c'est très compliqué vers le bas, cette notion de sol. Il y a de l'eau dans la zone critique. Là, derrière nous, il y a un petit ruisseau. Même quand il ne pleut pas, ce ruisseau coule, ce qui signifie qu'il collecte de l'eau qui est dans le sol, entre guillemets, de partout. Il y a bien sûr ce que Bruno appelait, non sans s'en moquer, le truc vert à la surface, les écosystèmes, les arbres, etc. J'espère qu'on aura une petite balade botanique dans le coin, là, cette semaine. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie des agents essentiels, des micro-organismes qui vivent sous nous, dans le sol, entre guillemets, et qui font beaucoup des transformations dont je vais vous parler. Voilà. Et tout ça, c'est la zone critique. Donc la zone critique, ça consiste à dire, pour comprendre la disparité entre le laboratoire et le milieu réel, je veux plus séparer l'eau, le sol, les écosystèmes, qui font pourtant l'objet de disciplines scientifiques universitaires aujourd'hui qui sont complètement séparées. Si vous êtes géologue, vous ne ferez jamais d'écologie dans votre cursus. D'accord? Si vous êtes pédologue, c'est-à-dire vous étudiez le sol, il n'y en a plus beaucoup, vous ne ferez jamais d'hydrologie.
parce que ce n'est pas les mêmes disciplines, et c'est des masters différents, etc. Les écoles d'ingénieurs reproduisent cette scission des disciplines qui se sont séparées progressivement, on ne va pas en refaire l'histoire, mais ça serait assez intéressant, qui se sont séparées progressivement pour devenir des disciplines universitaires, défendant leur territoire, etc., etc. Vous connaissez la musique. La zone critique, c'est de remettre un peu tout ça ensemble et de raisonner de manière systémique. Premier diagramme mauvais. Deuxième diagramme mauvais, c'est le diagramme de l'infrastructure Oscar dont je m'occupe, qui est un diagramme qui a l'intérêt par rapport à celui-là de souligner le fait que la zone critique, elle a une dimension latérale. Quand je suis ici en Camargue, j'arrive pas à pointer, mais vous voyez à peu près où est la Camargue, je dépends des glaciers alpins. Le sort de la ville de Grenoble dans le réchauffement climatique n'est pas uniquement lié à comment les températures vont évoluer dans la ville. Le sort de Grenoble est lié au statut des glaciers qui sont présents dans les Alpes et qui alimentent les nappes phréatiques à partir desquelles Grenoble tire son eau. Donc il y a une connectivité latérale dans la zone critique qui fait que quand on est à un endroit du bassin versant, on dépend de tout l'amont du bassin versant. Donc il y a une dimension verticale et il y a une dimension latérale, ça c'est très important. On aura demain une lecture de paysage qui est un exercice vraiment très intéressant qui donne justement cette idée de la connectivité, de la latérabilité, je ne sais pas si ça se dit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Je rétropédale un tout petit peu. Mes collègues américains, aux États-Unis ça marche assez bien, c'est assez bottom-up, c'est-à-dire que les scientifiques produisent des hypothèses de recherche et arrivent à convaincre la NSF que c'est ça qu'il faut financer. Et ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 2000, 2008, 2016, c'est un réseau, le financement d'un réseau d'observatoires de la zone critique. Cette zone critique, vous allez voir, on va y venir, elle est tellement hétérogène que vous ne pouvez pas l'étudier comme vous étudiez l'atmosphère. Faire un modèle d'évolution de la zone critique, c'est pas faire un modèle de l'atmosphère. L'atmosphère, elle est complètement homogène. Et du CO2 qui est rejeté à Hawaï, quelques semaines après, il est à Paris. Et ce qui permet aux modélisateurs du climat de faire des modèles qui sont des modèles globaux, prédictifs assez rapidement pour comprendre l'évolution des températures, voire des précipitations. Dans la zone critique, c'est complètement différent. C'est trop hétérogène, je vais vous montrer ça. Vous ne pouvez pas faire le genre de modèle. Vous êtes obligé d'en passer par des lieux qui sont des lieux où vous allez essayer d'identifier un certain nombre de processus, un certain nombre de ces transformations qui fabriquent la zone critique dont je vais vous parler dans quelques moments. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis a été financé, c'est comme ça que la NSF a lancé le programme Zone Critique, une dizaine d'observatoires. Et ce qui est très intéressant, je ne vais pas vous faire le détail de tous ces observatoires, mais c'est qu'aux États-Unis, aucun, sauf un, de ces observatoires n'incluait les humains. Et c'était typiquement dans la philosophie américaine de la wilderness, de dire on va aller étudier la nature dans des endroits où les humains ne l'ont pas perturbée. Voilà, ça c'est complètement bon. Comment il s'appelle? Gregory Kenny va nous rejoindre dans quelques jours. Il a beaucoup travaillé cette question de l'écologie américaine. C'est vraiment l'écologie américaine par excellence. L'idée que les Européens, quand ils arrivent, pensent qu'ils sont les premiers à débarquer sur ce continent et que donc il suffit d'aller dans des réserves naturelles pour étudier la nature, entre guillemets, complètement intacte, sans jamais avoir été perturbée, salie, violée, etc., par l'influence de l'homme. Évidemment, c'est ridicule et on fait beaucoup mieux en Europe avec le réseau Oscar. En Europe, on n'a pas le choix, à part les hauts sommets du Mont Blanc. À peu près tout a été perturbé, en tout cas l'utilisation des terres a été perturbée par les humains et le climat, de toute façon, est perturbé globalement maintenant par les humains. Donc la zone critique, c'est ça pour les scientifiques. Et on peut évidemment mobiliser d'autres sciences que les sciences expérimentales. On peut mobiliser l'anthropologie, on peut mobiliser la sociologie, on peut mobiliser l'histoire environnementale, c'est ce que fera Grégory dans 2 jours. Et finalement, la zone critique, c'est la partie habitable de la Terre. C'est ce qui nous tient. Et c'est une zone qui est une zone de transformation physique, chimique, biologique. Je vais vous montrer quelques-unes de ces transformations. C'est-à-dire, je voudrais vraiment que vous voyez comment, pourquoi, sur la Terre, on en est arrivé à la formation de cette pellicule. Très important, qui dit transformation dit rétrotransformation. C'est-à-dire que dans la
dans la nature, entre guillemets, excusez-moi, je n'ai pas les mots, parce que ce mot nature n'est absolument pas adapté, hein. Mais dans les systèmes naturels, dès que vous transformez quelque chose, vous devez inventer une rétro-transformation, ou il s'invente une rétro-transformation, sans quoi le système est voué à disparaître, à mourir à un moment donné. Et ça nous amène à ce concept qui est très important, qui est le concept des cycles, et qui est que la nature ou le milieu naturel ne procède que par cycle, et que ces temporalités linéaires dans lesquelles on veut nous faire réfléchir, la croissance, l'anthropocène, les élections dans 2 ans, etc., ne collent pas à cette vision du monde que la zone critique essaye de réinventer. Voilà. Important aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça c'est de la physique, qui dit transformation, dit travail. Le travail pour un physicien, c'est de l'énergie. Il est parti, Damien, mais c'est le physicien de la semaine. Il va vous faire travailler justement cet après-midi. Et ça c'est très important parce que quand on est en train d'assister aujourd'hui, ça ne vous a sans doute pas échappé, à des réflexions sur c'est quoi le travail de la nature et pourquoi on ne rémunérerait pas le travail des agents non humains, des vivants, mais pas que des vivants, hein, des non-vivants, parce que je vais vous en montrer quelques-unes de ces transformations non vivantes. Et du coup, il y a une grande réflexion à avoir également sur le travail de tous ces agents qui participent à l'habitabilité, qui rendent la Terre habitable parce qu'ils fabriquent la zone critique dans laquelle nous habitons. Alors, la zone critique, c'est la rencontre, je vais vous parler un peu de travail, donc d'énergie. Il n'y a pas de travail sans énergie. La zone critique, c'est le lieu de la rencontre de 2 sources d'énergie qui sont considérables, majeures, qui nous entourent. C'est ce que j'ai appelé dans le bouquin que j'ai publié l'année dernière pour filer la métaphore, Hadès et Hélios. Hélios, c'est l'énergie du Soleil. Le Soleil, on va le voir peut-être aujourd'hui, depuis quelques mois, on ne le voit plus beaucoup, mais il est toujours là. Tiens, il arrive, il suffisait de l'appeler. Hélios, c'est une planète radioactive, pardon, c'est pas une planète, c'est une étoile qui est radioactive, qui fait de la fusion nucléaire et qui génère des quantités d'énergie considérables qui arrivent à la surface de la Terre. C'est la première source d'énergie, considérable. Deuxième source d'énergie, surtout à ne pas oublier, et qui malheureusement est oubliée par à peu près tout le monde, c'est que la Terre est également une planète radioactive et qu'elle génère sa chaleur, et elle essaye de la dissiper comme elle peut, et la façon dont elle a de la dissiper, cette énergie, c'est quelque chose de fondamental qui a été découvert dans les années 1970, qui nous entoure, enfin, dont les manifestations nous entourent dans le Trièvre d'une manière absolument magnifique, c'est la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, c'est le fait qu'à la surface de la Terre, il y a des grandes plaques rigides qui bougent les unes par rapport aux autres, qui quelquefois se séparent et qui quelquefois se rencontrent. Et comme l'une ne peut pas passer sous l'autre, en se rencontrant, elles montent vers le ciel et ça donne les montagnes qui nous entourent. Ça donne aussi le volcanisme qui permet à du gaz carbonique d'arriver dans l'atmosphère. Parce que le gaz carbonique, c'est pas que du mauvais. Le gaz carbonique, c'est aussi quelque chose d'extrêmement bénéfique pour la vie sur la Terre. Pourquoi il y a ces plaques tectoniques qui bougent les unes par rapport aux autres? C'est parce que le matériau qui est en dessous, que l'on appelle le manteau, ne me demandez pas pourquoi le manteau est à l'intérieur, chez les géologues, c'est comme ça. Le manteau de la Terre, c'est comme de la pâte dentifrice. Il n'est pas solide, il n'est pas liquide, il n'est pas solide, mais il est doué de viscosité. Voilà. Et à l'échelle des temps géologiques, exactement comme l'atmosphère est brassée, le manteau de la Terre est brassé dans des mouvements qui sont très lents, très fondamentaux, mais ça permet aux plaques, qui sont comme des radeaux, qui flottent à la surface de ce milieu visqueux, de se déplacer. D'accord ? Donc en fait, les montagnes, le volcanisme sont les manifestations du refroidissement de la Terre. D'accord ? Le travail des plaques tectoniques, on pourrait l'exprimer comme ça, est lié à la dissipation de l'énergie interne de la Terre. Le travail de l'énergie solaire, la dissipation de l'énergie solaire, provoque également des grands mouvements, des travaux à la surface de la Terre. Voici une carte qui est célèbre, magnifique, hein, issue de données satellitaires de la température moyenne des océans. Et vous savez ça très bien que le Soleil réchauffe majoritairement les zones tropicales de la Terre et que pour dissiper cette énergie, hein, ça c'est de la physique, hein,
les sources d'énergie l'énergie doit se dissiper. D'accord? C'est un des grands principes physiques de l'univers. Pour dissiper cette énergie, l'atmosphère s'anime elle aussi de grands mouvements, comme le manteau de la Terre s'animait de grands mouvements. Et qu'est-ce que c'est que ces grands mouvements? Non, je n'ai pas de slide, c'est pas grave. C'est le fait que, voilà, on l'a vécu encore la semaine dernière, quand il y a des conflits de masse d'air, du chaud, du froid, ça fait de la convection thermique, ça fait des nuages, ça fait des orages, etc. Mais c'est des moyens normaux de redistribution de la chaleur à la surface de la Terre. On est beaucoup plus sensible à la redistribution de la chaleur d'Hélios qu'à la redistribution de la chaleur d'Hadès. Parce que, d'une manière géopathique, on est beaucoup plus pathique à ça, à l'atmosphère, qu'on ne l'est au mouvement de la Terre interne. Vous ne voyez pas les Alpes se former là autour de vous. Mais pourtant, ils sont en train de se former. Exactement comme les nuages sont en train de bouger ce matin et cet après-midi. C'est la manifestation des mêmes dissipations énergétiques. Ce n'est pas les mêmes sources d'énergie, mais c'est la même dissipation énergétique. Et puis, troisième ingrédient énergétique, c'est qu'une partie de l'énergie du Soleil est captée par des êtres vivants, pas tous, des êtres vivants verts à la surface de la Terre, qui sont apparus il y a 2,1 milliards d'années sous la forme de bactéries, qui aujourd'hui prennent de forme beaucoup plus évoluée d'êtres vivants, comme les arbres, qui nous entourent, et qui sont capables de faire un véritable miracle planétaire, qui est ce qu'on appelle la photosynthèse, le mot n'est pas très sexy, photosynthèse, qui est la captation de l'énergie solaire par des cellules qui combinent du gaz carbonique et de l'eau pour faire de la matière organique. Voilà, c'est nous. Et donc tous les vivants sont issus des réactions de la photosynthèse, extrêmement mauvaises du point de vue du rendement énergétique, même pas 0,1 pour 1000, c'est totalement nul, mais ça se fait depuis des milliards d'années, et ça a complètement changé l'apparence de la planète, et en particulier, vous voyez que cette réaction, c'est la seule réaction chimique, une des rares réactions chimiques que j'ai écrites aujourd'hui. Cette réaction chimique de photosynthèse libère un déchet qui est l'oxygène. Et à l'époque où ça s'est produit, l'apparition de la photosynthèse sur la Terre, il y a eu une pollution généralisée de l'atmosphère qui, évidemment, ne contenait pas d'oxygène et qui, à cause de ces bactéries à la noix qui commençaient à être capables d'utiliser l'énergie solaire, a commencé à être produite, et l'oxygène, et à polluer l'atmosphère, à éradiquer évidemment tous les êtres vivants qui n'aimaient pas l'oxygène, mais à favoriser le développement de ceux qui en avaient besoin, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de manger de la matière organique pour trouver leur source d'énergie, c'est-à-dire nous, et on fait exactement le contraire de ce que font les organismes qui font de la photosynthèse, on fait de la respiration, donc c'est la flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on prend de l'oxygène, on prend la matière organique du petit déjeuner de ce matin, et on refabrique du gaz carbonique et de l'eau qui part dans l'atmosphère. Donc c'est important de parler de ça parce qu'on commence à voir la notion de cycle, et on commence à voir que ces transformations énergétiques à la surface de la Terre sont véritablement ce qui a provoqué l'apparition de la zone critique. Donc la conclusion, je vais y revenir, la conclusion de l'affrontement d'Hadès et d'Hélios, de ces deux grandes sources d'énergie, c'est le cycle de l'eau. Voilà. Et le cycle de l'eau, c'est probablement ce qui définit de manière très originale la planète Terre, par rapport à Vénus, par rapport à Mars, par rapport à la Lune, par rapport à Mercure. Et sur ces planètes-là, il n'y a pas de cycle de l'eau. Et qu'est-ce que c'est que le cycle de l'eau? Ici, il est représenté de manière globale, ce n'est pas très intéressant en fait, mais c'est comme ça qu'il est présenté dans tous les livres. Le Soleil réchauffe l'océan s'évapore, la vapeur d'eau en montant dans la colonne atmosphérique se condense sous forme de nuages, c'est ce qui nous entoure ce matin. Ces nuages, à un moment donné, sont trop lourds, ils finissent par retomber sous forme d'eau. Et donc, ça y est, j'ai fait le cycle. J'ai compensé l'évaporation par la précipitation. Et ce cycle, il se produit, vous le voyez ici sur les chiffres, en milliers de kilomètres cubes par an, essentiellement sur l'océan. C'est-à-dire que tout ce qui s'évapore sur l'océan, à peu près, reprécipite sur l'océan. Basta, on pourrait partir. Mais en fait, il y a des petites fuites dans ce cycle. Il y a 434 moins 398, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait 36, qui partent et qui vont aller ailleurs que sur les océans. Et cet ailleurs, c'est les continents, qui sont apparus dans l'histoire de la Terre il y a 2 milliards d'années, également, un peu comme la vie. Tiens, intéressant.
Et sur ces continents, il va se mettre à pleuvoir. Et quand on fait le bilan de tout ce qui tombe sur les continents à la surface de la Terre, il tombe 107 000 km3 par an de flotte, qui on est très loin des 36 qui s'étaient échappés du cycle évaporation-précipitation sur les océans. Et là, il y a quelque chose de fondamental, qui est que les 71 qui manquent, donc 71 plus 36 égale 107, les 71 qui manquent, c'est cette flèche ici, sont dus à la transpiration par les vivants, les mêmes vivants qui font la photosynthèse, d'eau qu'ils ont pris dans le sol et qu'ils ont remis dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle, c'est d'un mot pas très sexy non plus, l'évapotranspiration. Je pense que si ces noms étaient un peu plus sexy, on les comprendrait mieux. Mais évapotranspiration, tout de suite, on a envie de tourner les talons, on dit oh, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le cycle de l'eau que je vous présente là aujourd'hui s'il n'y avait pas ces vivants qui font la photosynthèse dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Quand ils font la photosynthèse, ils utilisent de l'eau, mais ils utilisent une toute petite proportion de l'eau qu'ils absorbent, les arbres. Et en fait, les arbres qui nous entourent, ce sont des pompes à eau, véritablement, qui renvoient, qui rétribuent l'humidité atmosphérique à l'atmosphère, qui était dans le sol, dans les nappes phréatiques. Vous allez faire un TP cet après-midi de géophysique avec Damien. Il va vous montrer qu'il y a de l'eau dans la porosité du sol. Donc, je rétropédale un tout petit peu parce qu'il est vraiment fondamental de comprendre que ce cycle de l'eau n'est possible que parce qu'il y a Hélios qui réchauffe l'océan, qui le fait évaporer, et Hadès qui crée des reliefs. Et s'il n'y avait pas de relief, il n'y aurait pas de cycle de l'eau. Une terre plane, et non pas plate, une terre plane serait une terre morte. S'il n'y avait pas la tectonique des plaques, il n'y aurait pas ce cycle de l'eau, il n'y aurait pas la création de la zone critique, je vais vous y arriver. Voilà, je rétablis ici des temporalités géologiques qui ont tendance à être oubliées. Bien sûr, on aime bien oublier, enfin, c'est facile d'oublier les temporalités géologiques, parce que quand vous dites à un militant qui est sur la ZAD de l'autoroute de Toulouse à Castres, la Terre, elle marche avec des milliards d'années, je parle d'expérience, hein, il va vous dire, mais j'en fais quoi de tes milliards d'années? D'accord, tu me parles d'un monde animé, etc., selon différentes temporalités, mais j'en fais quoi de mes milliards d'années? Mais je pense que là, il y a un truc fondamental, qui est que si on veut changer le récit sur la Terre, il va falloir aussi se réhabituer à ces temporalités emboîtées, et oui, envisager, parler des milliards d'années. Même si ce sont des milliards d'années de rotation, et pas des milliards d'années de temps linéaire. J'ai essayé de redire ça tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment important. Je dois ce schéma à Alexandra Arène, qui est ma conseillère en communication dessin, qui fait des beaucoup plus beaux dessins que moi, artistiques. C'est juste pour dire que, entre ces quelques chiffres ici, hein, l'énergie, ça se mesure en térawatts, vous savez ça. La quantité d'énergie que nous envoie le Soleil, c'est 180 000 térawatts. Et la quantité d'énergie que nous envoie l'intérieur de la Terre, c'est 44 térawatts. Donc vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? 180 000 térawatts par rapport à 44 térawatts. 44 térawatts, on peut les oublier. Ben non, vous ne pouvez pas les oublier parce que ces 44 térawatts intégrés sur 4 milliards d'années, c'est ça qui fait qu'il y a des montagnes, c'est ça qui fait un cycle de l'eau, c'est ça qui fait qu'il y a du volcanisme, c'est ça qui fait qu'il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc on ne peut pas les oublier. 180 000 térawatts, c'est bien, c'est énorme, c'est fondamental, c'est immense, mais ça ne va jouer qu'à des petites échelles de temps. Parce que quelques centimètres sous la surface de la Terre, ces 180 000 térawatts, ils comptent déjà plus. Petit aparté, les humains, nous, 15 térawatts, c'est la consommation annuelle énergétique. Donc on voit un truc, c'est que les humains, c'est pour ceux qui croient qu'on n'est toujours pas dans l'Anthropocène, les humains produisent, consomment à peu près autant d'énergie, 15, 44, c'est à peu près pareil, que ce que l'intérieur de la Terre nous libère. Ce qui permet la formation des reliefs, intégrés sur l'échelle des temps géologiques, est à peu près du même ordre de grandeur que l'énergie dont nous avons besoin, nous, humains, à la surface de la planète, pour toutes nos activités. Voilà, je pense que c'est intéressant à méditer. Alors, tous ces mouvements d'énergie vont provoquer des transformations. C'est mon grand truc de tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les transformations, parce que il faudrait toute la semaine. Et toutes ces transformations ne sont pas bien connues. C'est pour ça qu'il y a encore des chercheurs dans les labos qui essaient d'identifier ces nombreuses transformations
qui transforme la planète rocheuse en quelque chose d'habitable. Ici, j'en ai listé quelques-unes. C'est une photo prise par Alexandra dans le bassin du Strengbar, où on était l'année dernière en école d'été. Et ça, c'est moi, je crois, ouais, aux Antilles, en train de montrer ce que je vous montrerai cet après-midi, des roches transformées en quelque chose d'autre, en quelque chose qu'on peut casser, des roches qu'on peut casser à la main. Donc parmi les processus, la photosynthèse, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un des plus beaux processus de transformation. La respiration, c'est la contre-transformation. L'humification, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la formation de l'humus dans les sols. L'infiltration de l'eau dans le sol. L'altération physique, l'altération chimique, je vais vous en parler, c'est mon dada. L'écoulement, etc. Tout ça, c'est des noms, souvent ils sont en sion, qui définissent les transferts d'énergie, d'accord, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui modifient la surface de la planète. Voilà, ça c'est un joli schéma d'Alexandra, qui n'aimait pas mon crowbar. Et ce qui est intéressant, ce que j'essaie de vous expliquer maintenant, c'est que quand l'eau arrive à la surface des continents, grâce au cycle de l'eau, c'est 107 000 km3 par an, eh bien, ils vont réagir avec les roches. C'est ça, c'est là où la zone critique va se former, et c'est ça qui est fondamental. Mais en fait, on sait ça depuis 150 ans, c'est que ce n'est pas l'eau, en fait, qui réagit avec les roches. C'est, en fait, un gaz invisible qui a été très très longtemps complètement méconnu, qui s'appelle le CO2. Alors vous le connaissez parce que quand vous avez acheté votre billet de train pour venir ici, il y avait écrit la quantité de CO2 que vous aviez mis dans l'atmosphère. Ce gaz carbonique, que Lavoisier appelait l'acide carbonique d'ailleurs, c'est comme son nom, hein, il l'appelait acide parce qu'il se combine à l'eau pour donner un acide. Et un acide, c'est quoi? C'est quelque chose qui, sur la langue, pique. Et effectivement, si on dissout du CO2 dans de l'eau, hein, c'est de l'eau gazéifiée, s'il n'y a pas d'ion calcium, de calcaire, etc., comme dans le Perrier dedans, elle va être acide, elle va piquer sur la langue. D'accord? C'est ça la définition de l'acide. Mais un acide, c'est aussi une substance qui est agressive. Et donc, quand il pleut, l'eau du cycle de l'eau, dans la colonne atmosphérique, elle a déjà dissous du gaz carbonique et elle est acide. Vous vous souvenez, en tout cas les plus âgés d'entre nous se souviennent des grands épisodes des plus acides dans les années 90. C'était dramatique, ça bousillait toutes les forêts d'Europe centrale. En fait, les pluies sont naturellement acides. Et le problème des pluies acides, c'était que les activités humaines les avaient suracidifiées, les avaient rendues plus acides que ce qu'elles sont normalement. Mais cette semaine, si on avait la chance qu'il pleuve, on pourrait mesurer le pH, qui est la quantité que les chimistes mesurent pour quantifier l'acidité, et on verrait que le pH d'une pluie, c'est à peu près 5, hein, c'est plus haut que le Coca-Cola, d'accord, le Coca-Cola ou le mauvais Beaujolais, mais c'est quand même très acide. Et si vous mettez un acide sur une roche, peut-être vous avez de vagues souvenirs de votre école primaire, on ne fait plus ça à l'école primaire, hein, maintenant, bien sûr, rassurez-vous, parce que l'acide, c'est dangereux à faire manipuler. Et ben ça fait des bulles, ça fait une transformation. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'il pleut, l'eau qui s'infiltre ou réagit avec les roches va les transformer. C'est une réaction que j'ai passé ma carrière à étudier qui s'appelle l'altération chimique. En anglais, weathering. Weather, en anglais, c'est le temps. D'accord? Et c'est intéressant qu'en anglais, ce soit directement, ce terme est directement lié au temps, aux pluies, à la température. En français, le mot est pas mal non plus, hein, parce que altération, ça veut dire s'altérer, ça veut dire se changer. Je suis altéré par des sentiments négatifs, etc. L'altération chimique, c'est quand le gaz carbonique interagit avec les roches et qu'il va les transformer de l'intérieur. Alors cette roche, je ne l'ai pas amenée, mais d'habitude je l'amène tout le temps. Mais de toute façon, cet après-midi, on va voir plein de trucs comme ça. Ici, j'ai une bombe volcanique que j'ai ramenée de Guadeloupe, que j'ai coupée en deux, et qui illustre complètement ce que je suis en train de vous raconter. Vous voyez une pellicule orange qui entoure le cœur de la roche qui est grisâtre. Le cœur de cette roche, c'est de l'andésite, c'est une roche volcanique, aux Antilles c'est de la roche volcanique, et autour, ça n'a pas été rajouté, hein. C'est la transformation de la roche elle-même en cette pellicule, que si vous la touchiez, là, si vous avez amené la roche, vous verriez, ça vous reste sur les doigts, ça se casse à la main,
c'est argileux, ça contient de l'argile, en fait, et la couleur rouille, elle est due à des oxydes de fer. Donc la roche qui est ici, qui est à l'intérieur, là, grise, s'est transformée au contact du CO2 et de l'atmosphère pour donner cette pellicule poreuse, meuble. Pourquoi poreuse? Parce qu'une partie de la masse est partie. Dans la transformation d'altération chimique, il y a une partie de la matière qui part. Et ça se comprend très facilement. Si vous faites partir de la matière, ben, il n'y a plus rien, il y a du vide, il y a des pores, c'est du gruyère. Et ben, cette zone jaune ici, c'est une espèce de gruyère poreux. Dans les pores, on va pouvoir mettre de l'eau, des gaz, des vivants, pourquoi pas, faire circuler des racines, etc. Donc cette coupe d'une bombe volcanique aux Antilles, c'est un modèle réduit de Terre pour moi. La Terre, c'est cette planète rocheuse, grisâtre, qui à la surface s'est transformée au contact des énergies solaires qui animent le cycle de l'eau. D'accord? Petite aparté, parce que ça, on va en parler. Il va falloir qu'on en parle. On a daté au laboratoire, on a beaucoup étudié cette roche, et on a montré que pour faire cette pellicule jaunâtre, il a fallu 100 000 ans. La roche, elle est grosse comme ça. Hein. D'accord? Donc la pellicule altérée, elle fait quelques centimètres. Quelques centimètres de zone habitable en 100 000 ans. Voilà, ça c'est un de nos problèmes. Hein. Voici la carrière dans laquelle j'ai trouvé cette bombe volcanique, qui est finalement une assez bonne image de la zone critique. Vous voyez l'atmosphère, la forêt, le sol cultivable. Aux Antilles, il est très très peu épais, parce que sous les tropiques, la matière organique est reminéralisée très très vite. Vous ne faites pas de fumier aux Antilles. Ça dure 15 jours, une feuille qui tombe sur le sol est reminéralisée par les bactéries du sol très très vite. En dessous, le sol, une pellicule jaune, que j'appelle encore sol, mais qui n'est pas du tout le sol cultivable, qui est un autre type de sol, que les géologues appellent saprolite, du grec mou, sapro, mou, mais que les géologues français appelaient, d'un terme qu'il faut à mon avis réhabiliter, l'altérite. Donc l'altérite, c'est la zone entre les roches bien dures et le sol cultivable, qui n'est plus une roche dure, qui est une roche meuble, qui a déjà commencé à se transformer. Et le mot altérite, il est beau, parce que altérite, altérité, ça veut dire que j'ai transformé la Terre, qui n'était pas habitable, en quelque chose qui est devenu habitable. Voilà. Donc finalement, c'est complètement un hasard, hein, tout cet enchaînement de termes, altération, altérité, altérer, s'altérer, etc. Mais c'est finalement des mots qui sont bien choisis. Et dans cette carrière, quand on fait 40 mètres en dessous, on touche enfin les roches-mères. Donc aux Antilles, il y a 40 mètres de zones transformées. Dans le Trièves, vous allez voir cet après-midi, il n'y a pas 40 mètres. Hein. Il y a quoi? 20 cm. Voilà, pas très efficace tout ça, hein, ici. Et M. Damien, qui est parti vers son zoom, est un géophysicien. Et des géophysiciens, on en a besoin, parce que c'est les futurs échographes de la Terre. Voici ici vous la voyez l'animation? Là, voilà. C'est des géophysiciens de la tribu de Damien. Sylvain, qui n'est pas venu aujourd'hui, est notre sismologue attitré de la zone critique. Il tape sur le sol. Il tape sur le sol et ça génère des ondes que vous voyez là. Et en générant des ondes, il installe des capteurs, des récepteurs, qui enregistrent le retour de ces ondes. Si je tape là, vos ondes, vous les ressentez peut-être, hein? En tout cas votre portable est capable de les ressentir. Et en analysant le temps de trajet des ondes, je suis capable de dire quelque chose sur le milieu qui a été traversé par ces ondes. C'est ce que vous faites quand vous allez faire une échographie chez le médecin. Il ne vous tape pas dessus, j'espère, mais il vous envoie des ondes acoustiques qui sont réfléchies par tout ce qu'elles rencontrent à l'intérieur de vous et qui donnent une image à la fin de l'intérieur de votre corps. Et bien là, on a ici un bassin versant. Ça, c'est un bassin versant dans les Vosges. J'espère un jour, Chloé, qu'on va faire la même chose sur le petit bassin versant qui entoure la maison atelier. Et on a fait des petits transects, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et c'est ce que vous allez faire cet après-midi avec Damien. Sauf que Damien ne martyrise pas le sol avec une masse, il martyrise le sol en injectant des courants électriques. Donc cet après-midi, non, il ne va même pas injecter des courants électriques. Cet après-midi, il va le faire de manière très passive, il va enregistrer les ondes électromagnétiques que génère
la zone critique qui est sous nos pieds. Il n'empêche que tout ça permet d'avoir une imagerie, une échographie de l'intérieur de la Terre et de dire à quelle profondeur, par exemple, à un endroit donné, est la roche-mère non altérée. C'est fondamental de savoir ça, parce qu'en fait, c'est notre milieu habitable, c'est là où est l'eau, c'est là où on peut planter des forêts pour que les racines puissent y pénétrer, etc. C'est fondamental de connaître, non pas le sol, la surface du sol, mais le volume du sol. Donc ce qui est agréable avec cette initiative zone critique, c'est que tout de suite, un truc qui était une surface devient un volume. Donc il y a une profondeur, il y a quelque chose de beaucoup plus important que juste cette surface du sol en kilomètres carrés. Et d'ailleurs, petit clin d'œil amusé à la loi de l'artificialisation nette, qui est ridicule, puisqu'on compense des mètres carrés de sol par des mètres carrés de sol. Il n'y a pas 2 mètres carrés de sol identiques, ça dépend de ce qu'il y a en dessous. Et si vous vous faites avoir, vous allez compenser des mètres de sol de cailloux, comme on va voir cet après-midi, par des mètres de sol de plaine alluviale dans la vallée de l'Isère, où il y a de l'eau, ressources pour les humains. Enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Honnêtement, pas de complexe à le dire. J'ai été invité par des gens qui travaillent là-dessus. J'aurais parlé de la zone critique. Mais on n'a pas de ministère de la zone critique encore. On a un ministère de l'aménagement, mais voilà. Alors, la vie dans tout ça, elle est fondamentale. Je n'en ai pas beaucoup parlé, je me ferais engueuler si Bruno était là. Elle est fondamentale. Voilà une image que j'ai eue d'un collègue géophysicien qui travaille pas très loin d'ici, à Chambéry, qui est le patron de thèse de Damien. Et ce collègue, il plante des électrodes dans le sol et il enregistre les courants électriques. Et il a récemment écrit un article, bon, toute sa carrière tourne autour de ça, qui est que en fait, quand vous essayez d'interpréter l'électricité qui est transportée dans la zone critique, vous n'y arrivez pas. Parce que ça va plus vite que ça devrait. Et ce que commencent à montrer un certain nombre de géophysiciens, ce n'est pas des biologistes, hein, c'est qu'il existe dans le sol des bestioles comme ça, vous voyez ici, là, sur l'imagerie microscopique, qui sont des bactéries, les bâtonnets c'est des bactéries, mais que ces bactéries sont reliées par des espèces de fils électriques. Ce n'est pas des fils électriques en cuivre, hein, ce sont des structures qu'elles ont sécrétées, organiques, mais qui conduisent à l'électricité. Et en fait, les géophysiciens aujourd'hui qui interprètent la propagation de l'électricité dans le sol commencent à s'apercevoir que si ces bactéries connectées les unes aux autres ne sont pas invoquées, ils n'arrivent pas à expliquer leurs signaux. Jolie différence là aussi entre ce que le laboratoire vous dit, parce qu'un instrument comme celui que Damien va trimballer cet après-midi sur le terrain, il vient du laboratoire, d'accord ? C'est de la physique de laboratoire. Confronté au terrain, avec des agents qu'on n'avait pas suspectés, ces fils électriques qui relient des bactéries qu'on commence à peine à découvrir. Il y a une biosphère qui est dite profonde, dont personne ne parle. Quand on parle de biodiversité, on ne connaît pas. On ne parle pas de la diversité de la biosphère profonde, pourtant elle est là. Et en fait, quand on fait de l'ADN environnemental, c'est-à-dire quand on fait de la PCR sur des bouts de sol ou des bouts de rivière, on s'aperçoit qu'il y a tout un peuple de bactéries, d'archéobactéries qui sont là. On ne sait pas vraiment ce qu'elles font. Hein, c'est toute la problématique de la fonctionnalité de ces groupes vivants qui sont là. Est-ce qu'ils sont dormants? Est-ce qu'ils se réveillent de temps en temps? Bref, c'est un sujet de recherche immense en ce moment, parce que ces bactéries qui sont là, en fait, elles font le travail de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Ce que je vous ai présenté comme étant plutôt des processus de chimie, probablement, toujours à cause de ces problèmes labo-terrain, sont probablement largement orchestrés par des agents invisibles, mais qui sont là, dans le sol, présents sous nos pieds. Ça, c'était l'altération, c'est la transformation des roches en quelque chose de poreux, que j'appelle le sol au sens très large du terme. C'est forcément, nécessairement compensé par quelque chose qui détruit cette pellicule. Sinon, la surface de la Terre serait complètement couverte de ce manteau très épais. Les arbres ne seraient plus capables d'accéder à ces roches qui leur fournissent leurs nutriments. Hein. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a des rétrotransformations.
Et la rétrotransformation de l'altération, c'est ce que les géologues appellent l'érosion. Dans le petit ruisseau qui est là derrière, on pourrait, va falloir travailler un peu, hein, mais mesurer l'érosion physique, c'est-à-dire la quantité de matière qui est transportée par cette rivière. Une rivière, ce n'est pas de l'eau, hein. Enfin si, c'est de l'eau, mais dans cette eau, il y a plein de choses. Il y a des éléments dissous, invisibles, c'est ceux que nos brillants lycéens ont mesurés la semaine dernière au laboratoire, vous vous rappelez? Et puis, il y a des matières solides que l'on voit de temps en temps, pas tout le temps, de manière très discrète. Ici, un cours d'eau, c'est une photo d'un de nos observatoires en Asie du Sud-Est. Il n'y a pas besoin, évidemment, d'aller en Asie du Sud-Est. Et l'Oisan, il y a 2 semaines, a été victime de glissements de terrain. L'Isère, encore hier, on l'a traversée, est très belle à cette période de l'année parce qu'elle a cette jolie couleur grisâtre. Elle exporte quoi? Elle exporte les produits de l'altération. Elle exporte sous la forme de sédiments qui vont aller se stocker en Camargue, puis ensuite dans la mer Méditerranée. Elle exporte les sols que les réactions d'altération chimique ont formés, ont créés. D'accord? Donc c'est la réaction de compensation qui permet que la surface de la Terre, cette zone critique, va être sans cesse renouvelée. Ça, c'est fondamental. D'accord? La zone critique n'est pas formée et abandonnée. Elle est formée et détruite par les processus d'érosion qui sont toujours, bien sûr, animés par le cycle de l'eau. D'accord? Cycle de l'eau qui, dans certains cas, est un peu catastrophique. Crue catastrophique dans du Var, crue catastrophique dans la vallée de la Romanche. C'est spectaculaire, mais c'est normal, entre guillemets. C'est la zone critique, quand elle se forme, de temps en temps, elle se déstabilise, et s'il pleut beaucoup, ça part dans le réseau hydrographique, ça part à l'océan, etc. Donc, finalement, l'idée à laquelle on arrive, c'est qu'on vit dans une terre habitable, sur une planète habitable, la partie habitable de la planète, pardon, la zone critique, qui est un tapis roulant. Il se forme et il se détruit. Et quand vous êtes sur un tapis roulant, ce qui est important, c'est le temps que vous allez passer sur le tapis roulant. Et là, on arrive à une notion qui est fondamentale, c'est le temps de résidence, qui est un concept inventé par des sciences, comme les sciences, la géochimie par exemple, utilise beaucoup ce concept de temps de résidence, qui s'appelle en mathématiques l'espérance mathématique, c'est un joli terme, et qui, d'ailleurs, est totalement identique dans la démographie à ce qu'on appelle l'espérance de vie. Quand vous naissez, vous entrez dans un réservoir, dans un tapis roulant, et un jour vous en sortirez. Et statistiquement, vous y restez 80, 90 ans. C'est l'espérance de vie. Et donc une particule qui pénètre dans la zone critique, parce qu'elle a été transformée par les réactions d'altération chimique, elle y reste pour un certain temps. Et c'est ce temps qui est important. Si vous voulez faire une politique de la Terre habitable, c'est ce temps qui est important. À quelle vitesse ça se fait? À quelle vitesse ça se forme? À quelle vitesse ça se déforme? Ça se déconstruit. Et bien, malheureusement pour nous, c'est ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, le temps de résidence de la zone critique, il est très long, puisque pour faire typiquement un sol, il faut 100 000 ans. Ce que les engins mécaniques détruisent en quelques heures se fait en 100 000 ans dans les conditions normales sur la planète, en moyenne. Parce que plus il fait chaud, plus ça va aller vite, plus il fait froid, moins ça va vite. Voilà, ça c'est un des problèmes. C'est un des problèmes de l'habitabilité des humains sur la Terre, c'est que bon nombre des activités humaines, l'humain est un ingénieur, un géo-ingénieur, sont trop rapides par rapport au temps de génération ou de régénération de la zone critique. Vraiment un problème de génération. Alors la zone critique, elle est fondamentale pour la planète, et j'ai juste une diapositive pour vous montrer que c'est un concept très rassembleur dans les sciences expérimentales, parce qu'elle est critique pour la régulation du climat. Vous voyez que quand vous voulez faire des modèles de climat, en tout cas à l'échelle de temps suffisamment longue, puisque ces réactions d'altération des roches consomment du gaz carbonique, il faudra en tenir compte. Voilà. Et si vous voulez connaître l'évolution du climat à l'échelle de l'histoire de la Terre, le mécanisme principal, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas le CO2 qui est consommé par les arbres, parce que le CO2 qui est consommé par les arbres,
quelques centaines d'années après, il est reparti dans l'atmosphère, parce que vous avez coupé l'arbre, vous avez mangé votre salade, et vous avez reproduit du CO2. Donc ça va trop vite pour la... C'est pas ça qui stabilise le CO2 à l'échelle des temps géologiques. Ce qui stabilise le CO2 à l'échelle des temps géologiques, pardon, c'est les réactions d'altération des roches et la précipitation des calcaires dans l'océan. Je ne vais pas vous faire tout le film, mais je crois que j'ai une image, oui, voilà. Quand les roches sont altérées, il y a un des éléments chimiques qui est libéré, il n'aime pas rester dans la pellicule altérée, c'est le calcium. Et ce calcium, une fois qu'il est emporté à l'océan par les réseaux de fleuves, en particulier du calcium qui sort d'ici, hein, j'ai regardé les analyses chimiques qu'ont fait Ulysse et Ismaël la semaine dernière, c'est bourré de calcium là derrière. Et ce calcium, un jour, va aller à l'océan Méditerranée, va précipiter des calcaires. D'accord? Ça va prendre un peu de temps. À l'échelle des temps géologiques, rien du tout, hein, c'est demain. À l'échelle des temps humains, oui, c'est un peu long. Mais peut-être on peut l'accélérer d'ailleurs. Et je commence à vous parler de mon petit dada du moment, qui est cette espèce de géo-engineering positif avec lequel on pourrait réparer nos conneries. Donc régulation du climat. Qualité de l'eau. Si vous vous intéressez à la qualité de l'eau, ben, la zone critique, c'est the place to be, c'est the place à étudier, parce que c'est là que la filtration se fait. Si vous vous intéressez à la source des nutriments, donc aux écosystèmes, la zone critique, c'est fondamental, car c'est de là que viennent les nutriments. La seule source de phosphore sur Terre, c'est l'altération des roches. Je fais un blanc, parce que ça, quand même, il faut qu'on le réalise. La seule source de phosphore, c'est l'altération des roches. Et on a besoin de phosphore. Et on a besoin de phosphore, puisqu'il constitue notre ADN en particulier, que notre ATP, qui est la molécule d'énergie avec laquelle on stocke, etc., c'est du phosphore. Voilà. Et donc ça veut dire que, vous voyez que le tapis roulant se déplaçant à une vitesse de sénateur, les agités du bocal que nous sommes ferions bien de faire attention au cycle du phosphore. Parce que c'est un cycle. Et aujourd'hui, la chose est que le phosphore que vous avez consommé ce matin vient du Maroc, essentiellement, parce que les vitesses d'altération des roches ne sont pas suffisantes. Donc on est obligé de mettre dans l'abri, dans la Beauce, dans tous les endroits de production, du phosphore. Même en agriculture bio, hein, l'agriculture bio capitalise sur du phosphore qui a été émis par l'agriculture non bio. D'accord ? Et ce phosphore, il vient d'où? Il vient des engrais qu'on achète au Maroc, des roches, donc. D'accord? Parce qu'au Maroc, il y a des concentrations de roches riches en phosphore. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vais rentrer dans des détails un peu techniques, mais quand vous tirez la chasse, le phosphore, il part à l'océan, en fait. Hein. Il part à la centrale de traitement des eaux, où il n'est pas prélevé, où il n'est pas... scavenger en anglais capturé, et donc il part à l'océan. Donc en fait, on prend du phosphore dans des roches très concentrées que l'on dilue dans l'océan global. Alors les organismes et les algues au bord de la mer sont contentes, elles ont beaucoup de phosphore à leur disposition, elles sont en pleine forme, les algues vertes, mais c'est du phosphore que l'on gâche. Voilà. Et puis enfin, l'évolution des paysages, la zone critique, c'est ce qui permet de comprendre l'évolution des paysages autour de nous, c'est le domaine de la géomorphologie. Voilà. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais du coup, l'initiative zone critique, elle est très importante du point de vue des sciences expérimentales parce qu'elle permet de reconnecter des disciplines qui s'étaient un peu séparées. Elle permet, deuxièmement, ça c'est important, de redonner naissance à une forme de géologie qui s'occupe des territoires. Car la tectonique des plaques, la révolution des modèles climatiques en particulier, nous ont emmenés dans des problématiques très globalisantes dans les sciences. Il n'y a pas que la bourse qui a décollé. Hein. Les scientifiques, on a tous un peu décollé. C'est-à-dire que, et on voit ça avec les élèves, c'est beaucoup plus facile de stimuler, d'intéresser des élèves en leur parlant de la Terre, machin, entière, que de leur parler du Trièvre. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que la science qu'il va falloir réinventer, c'est une science des lieux. C'est comment, dans le Trièvre, dans 100 ans, 200 ans, sachant que le climat va changer, sachant que la biodiversité va changer parce que des espèces invasives sont en train de remonter du sud,
les circuits de l'eau vont changer, les précipitations vont changer, la manière d'habiter la Terre va changer. Comment va évoluer cette zone critique dont je dépends? Ben ça, on ne sait pas faire. On sait faire des modèles climatiques qui vont prédire à peu près comment la température du globe va évoluer dans les 100-200 ans, mais on ne sait pas faire. Au niveau local, on ne sait pas faire. Pourquoi? En particulier parce qu'on n'a pas une assez bonne description de tous ces processus de transformation très complexes qui font intervenir des vivants qu'on ne connaît même pas. La profondeur des racines, on ne sait même pas jusqu'à où vont les racines. Les réactions de la végétation à des changements de climat, quasiment on ne sait pas faire. L'évapotranspiration est un des termes du bilan d'eau qu'on ne sait pas calculer, etc., etc. La liste est très longue et assez déprimante de choses sur lesquelles il faut se mettre à travailler. Parce que si on veut faire des modèles, même dans un point de vue, j'ai envie de dire, technosolutionniste, de se dire, il faudrait peut-être qu'on ait des modèles un peu prédictifs de comment, si je change ma culture de blé en je ne sais pas quoi, en lin, ça va changer quelque chose au cours d'eau qui est en bas, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Voilà, c'est tout simple. Une des difficultés, et ça c'est vraiment un vrai problème, c'est l'hétérogénéité de la zone critique. Vous voyez bien que c'est une vraie géodiversité qui est devant nous. C'est-à-dire que le Trièvre, ce n'est pas le Vercors. Ce n'est pas le Vercors parce que le Vercors, c'est des calcaires urgoniens très compacts sur lesquels il n'y a quasiment pas de sol, alors que le Trièvre, c'est des marnes noires, argileuses, dans lesquelles la zone critique va pouvoir se développer davantage, où l'eau ne va pas circuler de la même manière, etc. Donc c'est toute cette superposition de couches de la géologie, de la pédologie, de l'écologie au sens des formations végétales, etc., de la météorologie locale également, qu'il faut retravailler pour réinventer vraiment cette science des lieux. Et Grégory en parlera mercredi. Les géographes ont tenté ça il y a longtemps, Vidal de Lablache, etc. Vidal de Lablache avait écrit une géographie de la France. Et peut-être qu'au lieu de faire un traité de géopathie, c'est une géopathie de la France qu'il faut. Moi, j'aime pas le mot France, mais enfin, c'est le fond d'autres, surtout cette semaine. C'est une géopathie de la Terre, quoi. Qu'il faut écrire, qui est ne serait-ce que pour des approches scientifiques, comment je me rends sensible à tous ces processus que je ne vois pas, parce que mes sens à moi sont super limités. Je vois un lapin courir, mais l'eau qui s'infile dans le sol, je ne la vois pas. Or, pourtant, elle est aussi importante que le lapin qui court. Peut-être même plus. Voilà. Et donc, comment, géopathiquement, je me ressaisis de ce problème-là. Enfin, je me saisis de ce problème-là que la géographie avait tenté de... Oui, j'ai pas fini sur Vidal de Lablache. Vidal de Lablache essayait, c'était les exercices de la géographie assez traditionnels. On mettait la géologie, après on mettait les sols, après on mettait les formations végétales, après on mettait les humains, puis on essayait de trouver un espèce de déterminisme à la noix qui liait tout ça. Ça a échoué et la géographie, elle a décollé, elle est partie vers des flux financiers entre le Brésil et la Chine, ce qui est beaucoup plus facile à gérer que d'inventer une science des lieux. Mais par contre, ce travail, il est probablement à faire. Donc, si vous m'avez bien suivi, la Terre habitable, c'est la partie habitable de la Terre, c'est cette espèce de conflit permanent entre des forces du dessus, Hélios, des forces du dessous qui s'affrontent et finalement de cet affrontement est née la partie habitable de la Terre, l'altération des roches, produisant ces nutriments qui sont nécessaires à la vie, permettant à la circulation de l'eau, etc. Et donc on voit, je vais commencer à vous le dire, qu'on est sur des temporalités, des temps qui sont extrêmement variables. Et c'est ça un petit peu que je voudrais vous illustrer maintenant en prenant... Donc le carbone, on en parle tout le temps, on vit dans le carbonocène, quasi. Et donc moi, je vais essayer je voudrais vous donner ma vision à moi du cycle du carbone. Et en entrée, je vous dis que de compenser un vol Paris-Toulouse en plantant des arbres, c'est ce que nous vend Air France, c'est une arnaque majeure. D'accord ? C'est une erreur de grammaire biogéochimique considérable.
Je suis très content qu'avec nous, il y ait Sébastien aujourd'hui. Sébastien, vous le découvrirez, pour ceux qui ne le connaissent pas cette semaine, Sébastien, moi, je l'ai rencontré au mois de mars, et la petite phrase qui m'a vraiment profondément influencé, marqué, c'est il m'a dit « je fais du fossile ». Alors pour un géologue, quelqu'un qui fait du fossile, forcément, ça parle. Et donc cet après-midi, ceux qui viendront avec moi, on ira voir des roches qui contiennent du carbone fossile. Et Sébastien, lui, il le fait aussi, mais il le fait en 3 heures, je crois, c'est ça? Sébastien voilà. est comédien et chercheur. Il collabore avec énormément de chercheurs aussi scientifiques. Et la géologie, elle le fait en 100 millions d'années. Les roches que je vais montrer cet après-midi, elles ont à peu près 200 millions d'années. C'est long, mais en même temps, il y a peut-être des moyens de s'en sortir, d'habiter mieux la Terre. Donc ça, c'est un schéma pas bon, d'accord? Mais on est condamné à travailler avec des schémas pas bons. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente des plaques, donc c'est une coupe, hein, c'est comme un écorché des bouquins d'anatomie. C'est une coupe de terre avec une croûte, donc la croûte terrestre ici continentale, c'est les continents avec un petit volcan, des montagnes, et puis l'océan. Ok? Avec une croûte océanique. Et il existe des endroits sur la Terre, c'est au niveau des fosses océaniques, ça c'est vraiment les trucs de la tectonique des plaques, où les plaques océaniques repassent dans les profondeurs de la Terre. D'accord? Sont recyclées. C'est mon brassage du manteau visqueux de tout à l'heure, c'est Hadès. Et puis, le cycle de l'eau, il est animé par le cycle dans l'atmosphère. D'accord? C'est important, c'est le cadre physique du cycle du carbone, hein, dont je vais vous parler. Et j'ai fait ça a bien marché l'autre jour à Cérisy, donc je refais mon petit sketch. Sauf qu'à Cérisy, avait pris le cycle de l'eau, donc maintenant je change un peu, je fais le cycle du carbone. Donc, le cycle du carbone principal pour vous, parce que vous le voyez en géopathes normaux, c'est, vous voyez la photosynthèse au printemps, les arbres, les fleurs, les feuilles des arbres qui apparaissent, etc. Et puis à l'automne, vous les voyez disparaître, être minéralisés dans le sol. D'accord? Voilà. Et vous pensez que l'atmosphère est stable, le gaz carbonique dans l'atmosphère est stable, enfin en tout cas Air France pense que l'atmosphère, du CO2 de l'atmosphère est stable parce que ce cycle vertueux se produit depuis la nuit des temps. Lavoisier, qui l'a découvert, appelait ça le cycle vital. Vital parce que Lavoisier avait découvert que quand on fait respirer un homme dans un ballon, c'est ces fameuses expériences, hein, le petit canari meurt. La souris, voilà. Donc il disait, les humains, les vivants, expirent un air qui est toxique, létal. Il y a forcément des mécanismes compensateurs, et c'est des naturalistes suisses de Genève qui avaient découvert, à peu près au même moment, la photosynthèse. Et Lavoisier a de très belles phrases où il dit qu'il y a une rotation vertueuse. Aujourd'hui, on dit cycle, et je trouve que ce terme de rotation, il est bien plus parlant. Il parlait de la rotation vitale du carbone. Mais en fait, c'est une image très simplifiée et fausse du cycle du carbone. Car la nature, elle n'aime pas faire les choses comme il faut. La nature, elle passe son temps à commettre des erreurs, elle est imparfaite, elle n'aime pas les choses normées, etc. Et donc, il y a du carbone qui fait l'école buissonnière, pour le dire comme ça. Il y a à l'automne du carbone. Ah oui, alors j'ai pas les champignons, c'est la reminéralisation à l'automne, et la forêt, voilà, c'est la photosynthèse au printemps. D'accord? Une partie du carbone va faire l'école buissonnière, c'est-à-dire qu'une partie du carbone à l'automne ne va pas être respirée tout de suite. Et vous le savez, vous mettez du compost, si vous faites du jardin, c'est quoi ce compost? C'est de la matière organique qui prend son temps pour être reminéralisée. Éventuellement, vous êtes allé chez Truffaut, vous avez acheté de l'humus, et cet humus, où vous êtes mieux, vous l'avez fait vous-même, ça a pris 20 ans, faire un humus, une matière organique un peu transformée. L'humification, c'est un des processus qu'étudient beaucoup les géochimistes et les biogéochimistes, il n'est pas très bien connu ce processus. Hein. C'est un processus lent qui va fabriquer du carbone organique dans le sol, qui est stable pendant très longtemps. Par exemple, les sols d'Ukraine, les fameux tchernozèmes, l'Ukraine, c'est une des terres très très fertiles, hein, c'est pas pour rien s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a une humification qui est très importante. Les sols d'Ukraine, on les date au carbone 14, certains ont 5000 ans. Donc ça veut dire que quand vous commencez à faire du carbone sous la forme d'humus,
Ah, ben il va rester 5000 ans. Donc quand un arbre allait rester, on va dire, 200 ans, là, je fais une forme de carbone qui va rester 5000 ans. J'en ai mis en réserve, d'une certaine manière. Un jour ou l'autre, l'humification est compensée par de la respiration également, mais avec un plus petit flux. C'est ma flèche verte ici. D'accord? Donc je fais ma bande dessinée, hein, j'espère que ça marche. Donc le gros cycle, etc. Premier cas de carbone qui ne veut pas obéir à ce cycle rapide, saisonnier, on pourrait dire, qui fait l'école buissonnière. Mais il y en a d'autres, des carbones. Et en particulier, il y en a un, et c'est là où la connexion avec Sébastien est, à mon avis, extrêmement prometteuse, c'est qu'il y a une partie de cet humus des sols, et ben demain, grosse crue du Drac, grosse crue de l'Isère, va être emportée. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Ben, il va finir gentiment en Camargue, pourquoi pas être séquestré dans des sédiments au fond de la Méditerranée, et là, il n'est pas prêt d'être retransformé en gaz carbonique. Il va être... C'est le mode, en fait, de formation des charbons, hein, ce que les géologues connaissent assez bien. L'aïeul, au 19e, décrivait déjà ça. Les charbons, c'est quoi? Et les pétroles, c'est de la matière organique qui s'est échappée des écosystèmes, qui a été mis comment dirais-je, dans le placard, dans des sédiments, à l'abri de l'oxygène, parce que le plus gros ennemi de la matière organique, c'est l'oxygène. Donc dans des séries sédimentaires très épaisses, où cette matière organique est enfouie, pour des millions d'années. Des millions d'années, hein, parce que le charbon que vous brûlez, j'espère que vous n'en brûlez pas, mais enfin, que l'on brûlait, il est à peu près en France de 300 millions d'années. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que j'espère que Sébastien, cette semaine, nous fera du fossile. Sébastien, tu le fais en 3 heures. Voilà. Donc, il court-circuite un cycle géologique qui est très long, que je ne vous ai pas encore montré, hein, je vais vous le montrer, très rapidement, mais c'est le même processus, c'est la même temporalité, en termes de rotation. D'accord? Une autre forme d'école buissonnière, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque je vous ai dit que ce gaz carbonique du sol qui est libéré par les champignons, les bactéries, une partie va se dissoudre dans l'eau et va aller abîmer des roches, altérer des roches. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est transformé sous forme, je vais faire un tout peu de chimie, d'ion bicarbonate. La rivière qui est derrière, la semaine dernière, partis nos lycéens. On a perdu nos lycéens. Nos lycéens sont partis. Ils font la géopathie dans la semaine. Ils font l'école buissonnière. C'est le cas de le dire. Une partie du carbone qui est transporté dans le ruisseau, là derrière, c'est des ions bicarbonates, les mêmes que vous mettez dans la cuisine, hein, pour éviter les grumeaux. C'est des ions bicarbonates. C'est quoi ces ions bicarbonates? C'est du gaz carbonique issu de la reminéralisation de végétaux qui a servi à altérer des roches. Et qu'est-ce qui va devenir ce bicarbonate? Il va partir à l'océan, il va faire 3 fois le tour de la planète pour aller être séquestré probablement dans des coraux ou des coquilles calcaires ou du plancton pour former des calcaires. Les calcaires du Vercors, c'est des calcaires constitués d'anciens êtres vivants qui ont piégé le CO2 d'atmosphère fossile ancienne. Donc ici, je commence à avoir un cycle du carbone qui est beaucoup plus long, qui est toujours une des imperfections du cycle photosynthèse-respiration, le fameux cycle vital de Lavoisier. Et le voilà, si que ce calcaire qui est en train de se former, je ne sais pas, en Australie, dans la Grande Barrière de Corail, un jour, à cause du fait que ces plaques passent leur temps à se séparer, se rencontrer, parce que la Terre se refroidit, un jour se retrouvent dans les montagnes. Et cet après-midi, je vais vous montrer des roches qui sont exactement, tu m'excuses les approximations Sébastien, mais qui sont à peu près ce que tu fais dans ton four, avec des argiles dedans, c'est de la matière organique, assez réfractaire, c'est pas du carbone pur, mais le biochar, c'est pas non plus du carbone pur. Et aujourd'hui, il est remis au contact de l'oxygène, et je vais vous montrer ça cet après-midi, c'est très beau. On voit qu'au contact de l'oxygène, cette ancienne matière organique qui date ici, en l'occurrence, de 200 millions d'années, elle est en train de se transformer en CO2, parce qu'elle réagit avec l'oxygène de l'air. Donc en fait, elle est reminéralisée. Elle aurait dû être minéralisée dans le cycle court il y a 300 millions d'années. Elle a choisi de faire sa maline, de prendre un chemin détourné et de prendre son temps. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, elle est retransformée sous la forme de CO2. Donc ce CO2 qui a été pris à l'atmosphère il y a 300 millions d'années est rétribué à l'atmosphère sous forme de gaz aujourd'hui. Ok? Voilà, ça c'est ce que j'appelle le cycle géologique.
Mais ce n'est pas tout. Une partie, dans ces endroits du monde où les plaques repassent dans le manteau, une partie du charbon, de la matière organique fossile d'anciens écosystèmes, éventuellement, ou du calcaire, éventuellement va rentrer ce que les géologues appellent en zone de subduction, c'est-à-dire qui s'enfonce dans le manteau de la Terre. 100 degrés, 200 degrés, 300 degrés, 600 degrés, on va parler des staurotides cette semaine. 700 degrés, le carbone, il n'aime pas du tout. Hein. Il commence à se dire, oula, moi je n'aime pas trop cette ambiance-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec un certain nombre d'autres éléments chimiques, il remonte ici, c'est ma flèche bleue, je ne sais pas si vous la voyez, je me lève, il remonte ici, là, et il commençait à être enfoui dans le manteau, il remonte et il ressort au niveau des volcans. Donc un volcan, le panache d'un volcan que vous avez ici, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est du CO2, qui sont des biosphères anciennes, qui ont été emportées dans le manteau et qui à un moment étouffaient, et se sont dit, moi je ressors, il faut que je rejoigne l'atmosphère, que je refasse partie du cycle du carbone. Et éventuellement, être repris par des êtres vivants qui vont faire la photosynthèse, etc. etc. Mais ce n'est pas tout. Une partie du carbone qui rentre en subduction va échapper à l'aspiration volcanique et va être complètement réinjectée dans le manteau, sous des formes bizarroïdes, en particulier une forme de très haute pression que Sébastien, tu n'es pas capable de faire, qui s'appelle le diamant. C'est-à-dire que quand vous compressez vraiment les atomes de carbone à des grandes pressions, ou alors il sait faire mais il ne le dit pas, quand vous les compressez vraiment, la structure n'est plus celle du charbon que vous verrez dans le four de Sébastien ou qu'on verra cet après-midi dans la montagne, mais c'est du diamant. Et quand du carbone est réinjecté dans le manteau, il peut y rester très très longtemps. Vous me voyez venir. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas un cycle du carbone, qu'il y a plein de cycles du carbone qui sont tous emboîtés les uns les autres et qui résultent de l'imperfection à chaque fois du cycle. Il n'y a rien de parfait dans la nature. C'est comme la réplication de l'ADN. Elle n'est jamais parfaite et c'est pour ça que les êtres vivants évoluent. C'est de ces erreurs de réplication que naît la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est de parler des temps de résidence, comme je vous ai introduit cette notion tout à l'heure. Le temps de résidence, c'est en gros le temps que le carbone va passer. Donc dans un réservoir, comme disent les géochimistes, donné, ce que j'ai appris, ce que j'appelle dans mon livre les moments d'être. Hein, c'est une expression que j'ai empruntée à Virginia Woolf. Des moments d'être, c'est quand vous vous arrêtez. Et par exemple, quand vous faites un arbre, quand du CO2 est photosynthétisé, ce CO2 est incorporé dans l'arbre, il va s'arrêter de tourner d'une certaine manière. Il ne va pas s'arrêter de tourner pendant très longtemps, parce que l'arbre, un jour, va mourir et être décomposé. Mais un carbone qui est pris dans un arbre, il s'arrête de tourner pendant 100 ans, 200 ans. Bon, il y a des oliviers à Taormine qui sont bien plus âgés que ça, ils sont plus vieux que les temples grecs, donc ça peut être des milliers d'années même pour des arbres. Quand vous devenez humus, vous vous arrêtez de tourner et vous êtes dans un moment d'être, un temps de résidence qui est beaucoup plus long encore. Et puis quand vous êtes charbon, là vous commencez à compter en millions d'années des temps de résidence. D'accord ? Le charbon que nous brûlons, le pétrole que nous brûlons dans nos voitures, c'est un charbon, c'est du carbone qui a un temps de résidence de plusieurs dizaines, centaines de millions d'années. Et là où je disais tout à l'heure qu'il y a une erreur de grammaire considérable, c'est qu'on veut compenser ce carbone qu'on a pris à un cycle qui dure 300 millions d'années par un carbone qui tourne en plantant des arbres avec un cycle de rotation de 100 ans. C'est là qu'est l'erreur de grammaire, c'est que ça ne marche pas. Ça va marcher, mais transitoirement. Oui, vous allez planter des arbres, et ces arbres vont compenser le CO2 que vous avez injecté dans l'atmosphère en brûlant du charbon, mais c'est que transitoire. Au bout de 200 ans, 300 ans, vous allez me dire, oui, mais 300 ans c'est long, oui, mais il y aura toujours des humains sur cette planète dans 300 ans. Le CO2 sera rétribué à l'atmosphère. La seule solution, c'est de planter des arbres. Alors, il y en a deux. C'est de planter des arbres. Et ces arbres, à leur maturité, c'est de les enfouir dans des couches sédimentaires pour refaire le charbon. D'accord ? Mais ça nécessite pas mal de techniques. Ou alors, c'est de court-circuiter le cycle géologique. Et c'est là où je suis vraiment très content que vous puissiez voir comment Sébastien travaille. C'est-à-dire qu'en quelques heures, c'est plus des millions d'années, mais en quelques heures, on peut redonner naissance à une forme de carbone
avec un moment d'être, avec un temps de résidence qui est très long, et le remettre dans le cycle géologique. Voilà. Je pense que ça peut faire l'objet d'un travail cette semaine intéressant de comment on peut voilà, comparer ces cycles géologiques et ces cycles qui ne sont pas géologiques, mais qui sont quasi géologiques que Sébastien fait. Et voilà, donc j'ai plusieurs moments dans ce cycle du carbone. J'ai un moment d'être biomasse, j'ai un moment d'être sédiment, j'ai un moment d'être humus, j'ai un moment d'être atmosphère. Quand vous êtes un moment d'être atmosphère, vous ne vivez pas longtemps. C'est-à-dire qu'un carbone qui rentre dans l'atmosphère, son espérance de vie est très courte. Mais un carbone qui rentre dans le manteau, embarqué dans une plaque qui plonge, c'est des milliards d'années. Donc je me suis amusé à vous mettre les temps caractéristiques, qui ne sont plus des temps chronos, hein, c'est plus le temps qui s'écoule, le temps des élections, c'est des temps de rotation. Et c'est des temps de rotation qu'éventuellement je peux accélérer. C'est là qu'est l'espérance. Parce que si on sort tous tout à l'heure en se disant bah, de toute façon c'est foutu, ben ouais, voilà. Super. Super. Tandis que si vous commencez à changer de discours en disant attention, ce n'est pas des temps chronos, c'est des temps de rotation sur lesquels éventuellement je peux jouer, ben vous avez une vision du monde qui est complètement différente. Donc des temps de 100 ans, c'est les temps de la biomasse, des temps de 1000 ans, c'est les temps de l'humus, des temps de 100 millions d'années, c'est les temps du charbon géologique, des temps du milliard d'années, c'est du temps, si j'arrive à refaire du diamant comme dans le manteau. Ok ? Donc voilà, ce que je voulais vous raconter, c'est cette vision du monde qui est complètement différente. Et vous voyez que la zone critique, elle est centrale dans l'affaire. Hein. C'est la petite pellicule à l'interface entre l'atmosphère et les roches. Et c'est là où toutes ces transformations se font, qui permettent la photosynthèse, qui permettent la respiration, qui permettent l'altération des roches, qui permettent l'érosion, qui permettent peut-être la tectonique des plaques. C'est un autre sujet. Je n'ai pas envie de vous embarquer là-dedans aujourd'hui. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait, nous, scientifiques, pourquoi d'ailleurs, pour essayer de nous en sortir. C'est qu'on a construit des observatoires sur lesquels on essaye de se reconnecter au milieu naturel et de se reparler. Donc faire en sorte qu'un écologue reparle à un géologue, qu'un hydrologue reparle à un hydrogéologue, c'est de ce niveau-là, qu'un pédologue travaille, etc., etc. Et surtout, on veut attirer dans ces observatoires d'autres sciences que les sciences expérimentales. Donc, pourquoi pas, Chloé, je sais que je t'ai déjà tendu cette perche, pourquoi pas la maison atelier pourrait être un des observatoires de la zone critique, impliquant des géophysiciens, susnommés, des géochimistes, en herbe, où sont-ils nos lycéens des sociologues, bien entendu, des gens qui habitent, des artistes qui expérimentent de nouvelles manières d'habiter le territoire pour se reconnecter à ces temporalités, à ces processus que nous ne voyons pas, car nos sens ne nous donnent pas la possibilité de les sentir. Voilà, pour moi c'est ça la géopathie. Et je pense que, voilà, Anastasia vous donnera une autre version de la géopathie, Grégory vous donnera une autre version de la géopathie, mais en tout cas, c'est la mienne. Voilà. Et des observatoires de zone critique, on en a plein. Bientôt va être publié un livre qui les décrit. C'est le livre d'Alexandra Arène, qui est issu de sa thèse. Alexandra Arène a fait une thèse en anthropologie. Elle a suivi des scientifiques de la zone critique. Elle est venue avec nous. Là, on l'a fait souffrir dans un ruisseau en Guadeloupe. Elle n'en pouvait plus. Elle a fini par rester à la maison parce que c'est beaucoup plus facile de mener des enquêtes de sciences sociales que de poursuivre la zone critique. Mais son livre va sortir à l'automne, s'appelle Manuel de Gaiagraphie, où elle parle du travail dans les observatoires de ces scientifiques et surtout où elle a décidé de nous proposer une nouvelle représentation de la zone critique qui n'est pas celle-là, qui parle à personne. Et je n'ai pas le temps de vous embarquer là-dedans, mais ça pourrait faire l'objet d'un atelier d'ailleurs, hein, d'essayer d'inventer pour le site ici une des représentations d'Alexandra. Si quand même, il faut que je vous la montre. Donc, oh là là,
Excusez-moi, j'avais beaucoup trop de choses. Oui, Alexandra nous a... C'est un travail qu'on avait fait avec Alexandra et Bruno, mais l'idée géniale vient d'Alexandra. Alexandra s'est dit, bon ben voilà, ça c'est en haut, ici, vous avez la Terre conventionnelle, avec le centre de la Terre, c'est vraiment le truc des livres, hein. Le centre de la Terre, le noyau de la Terre, le manteau de la Terre, la croûte terrestre, l'atmosphère. Et la zone habitable n'est même pas dans l'épaisseur du trait de la surface de la Terre. Okay. Et donc là, Bruno se moquait de nous en disant, mais regardez, vous travaillez sur la seule zone habitable de la Terre, elle n'est même pas visible sur la représentation du globe. Ah oui, effectivement, ça pose un problème. Comment se rendre sensible à cette pellicule qu'il faut sauvegarder si on n'est même pas capable de la représenter? Si les sciences ont des discours qui ne communiquent pas entre eux, comment s'en occuper? Et donc c'est là où intervient l'idée géniale d'Alexandra, qui est de retourner cette représentation du globe. Donc elle invente une nouvelle représentation qui est en dessous, qui est toujours une représentation en cercle concentrique, sauf que c'est plus le noyau, c'est plus le centre de la Terre au centre. Le centre de la Terre, il est complètement à la périphérie. Ce qui était central est devenu complètement périphérique. Finalement, le centre de la Terre, on m'en fiche un peu, hein. J'habite dans le Trièves, je veux me nourrir, je veux boire, je veux tout ce dont je dépends, je veux du phosphore. Le centre de la Terre, c'est quand même un truc assez lointain, d'accord? Il est rejeté à l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est que le cercle blanc central? Ben c'est ma zone atelier, ma zone critique où j'habite, avec l'atmosphère. Puis vient le cercle c'est en anglais, hein, topsoil, le sol, la végétation, d'accord, qui photosynthétise et respire. En dessous, le sol, l'humus du sol, qui est une forme de carbone récalcitrant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite viennent la couche du saprolite, le fameux sol des géologues, dont il faut tenir compte, parce que c'est là-dedans que l'eau circule, c'est là-dedans qu'est la nappe aquifère qui nourrit la rivière. Donc vous dépendez du saprolite, bien plus que du centre de la Terre. Et puis au-delà, les roches, parce que dans les roches, il peut y avoir des fractures, et vous dépendez des roches. Toutes les maisons ici sont faites en pierre. Ce n'est pas le cas partout, des fois c'est de l'argile qui a été cuite, c'est des briques, mais vous dépendez des roches. Et puis au loin, le manteau, vous ne dépendez pas du manteau, un petit peu, pas beaucoup. Vous en dépendez parce qu'il y a du volcanisme, etc. Donc c'est ça la nouvelle représentation d'Alexandra, qu'on a appelée la Gaïa-graphie, et qui a plein d'avantages. Et on n'a pas, à mon avis, encore complètement vu toutes les conséquences de cette nouvelle représentation de la Terre. Un des avantages, c'est que mes échelles de temps, elles s'y emboîtent. La seconde, elle est au centre. Le milliard d'années, il est loin. Il est à l'extérieur. Et les milliards d'années, effectivement, je peux moins agir sur les milliards d'années que je ne peux agir sur les secondes. Et l'intérêt aussi de ce diagramme, c'est qu'il permet de mettre ces énergies dont j'ai parlé depuis le début, de les représenter, de les mettre dans la configuration. Le Soleil vient... apporte de l'énergie dans le cercle central. La Terre, son énergie, elle provient du latéral. Et c'est la confrontation des deux qui provoque la zone critique. Et encore mieux que ça, et ça c'est un travail que nous sommes en train de faire avec Alexandra, cette nouvelle représentation de la zone critique, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ici, hein, mais elle permet, et il y a plein de choses qui ne sont pas passées, mais ce n'est pas grave, elle permet de représenter tous ces cycles emboîtés dont j'ai parlé tout à l'heure d'une manière beaucoup plus facile. Et je vous donne juste un exemple. Donc ça, c'est la zone critique, ça pourrait être le Trièves, enfin même plus que le Trièves, la maison atelier. On ne voit pas les cercles qu'ils ont sauté, mais il y a l'atmosphère, il y a la végétation, le sol cultivable, le saprolite dans lequel il y a l'eau, etc. C'est la photosynthèse. 2, c'est la respiration. Donc j'ai une boucle qui est bouclée là. C'est mon petit cycle, mon cycle rapide. Et plus l'épaisseur du trait est importante, plus ça va vite. D'accord? Ça, c'est le cycle du carbone dont vous entendez parler tous les jours et que Air France essaye de vous faire croire qu'il va compenser votre éco-anxiété. C'est celui-là. Mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait et il y en a qui va prendre la tangente, c'est 3. Et 3, ça doit être l'humification. Ah oui, il y a une petite partie du cycle du carbone, qui part dans le sol supérieur
et qui va être humifié, qui va faire de l'humus. Cet humus, un jour, va être réoxydé, hein, c'est le nom scientifique, pour repartir dans l'atmosphère, c'est le 4. Et puis, demain, il va y avoir une grosse crue du Drac, une partie de cet humus va partir vers la Camargue et aller vers la mer Méditerranée. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. C'est ça, c'est le 5. Qu'est-ce qu'elle a mis 5 non, 5, oui c'est ça, organic and inorganic output. Ouais, pardon les termes, mais ça c'est 5, c'est du carbone qui part à l'océan, à la mer Méditerranée, pardon, et va être séquestré. Il va tourner longtemps, enfin il va résider longtemps, pardon, avant de revenir sous la forme éventuellement du volcanisme dans des millions d'années, ou pas, si je suis capable de jouer avec ces temporalités en tant qu'humain. Vous voyez un peu le... Enfin, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on peut passer du temps cette semaine, si vous voulez. C'est important pour nous tous. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important. Je pense qu'on est un géopathe. On est beaucoup plus un géopathe si on s'approprie ce schéma que ce machin-là. Oh, oui, que ce machin-là, sur lequel j'avais tenté de dessiner mes cycles. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on est prisonnier de représentation. La carte Michelin, ce truc... Et on n'arrive pas à en sortir alors que la situation nécessite de s'équiper autrement de discours, bien sûr, et de représentation. D'accord? Donc, Alexandra est dans mon laboratoire en ce moment, elle travaille à ça, elle ne va pas du tout rentrer dans les détails. J'aurais pu amener une des représentations d'Alexandra. Elle travaille dans un projet qui s'appelle Terraforma, qui est le titre du livre de Frédéric Atoiti, qui nous rejoindra un peu plus tard dans la semaine. Ça, c'est la représentation d'un observatoire de la zone critique. En l'occurrence, on est à Plumeur, qui est un observatoire qui existe depuis 40 ans, donc sur lequel on a plein de données. À Plumeur, c'est le site, d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est le site de pompage de l'eau potable pour la ville de Lorient. Donc c'est une zone critique, vraiment, pour Lorient, parce que si l'eau est contaminée, à Lorient, les gens peuvent partir, hein. Et depuis 40 ans, Damien connaît bien la situation, il y a beaucoup travaillé, on commence à comprendre où passe l'eau. C'est des questions toutes bêtes. Quand il pleut, où passe l'eau? Combien de temps reste-t-elle? C'est des granites faillés, compliqués. Si vous connaissez un peu la Bretagne, la géologie, c'est un bazar incroyable. Et donc c'est compliqué de comprendre ces systèmes-là. Mais au bout de 40 ans d'observatoire, dans cet observatoire des zones critiques, on commence à arriver avec des modèles prédictifs, on commence à être capable de dire des choses pas trop bêtes sur la manière dont fonctionne le cycle de l'eau, le cycle des nutriments. Il y a de très beaux travaux, vraiment, ça serait vraiment très intéressant d'en parler, qui montrent que plus l'eau réside longtemps, vous savez que le problème de la Bretagne, c'est les nitrates, hein. Plus l'eau réside longtemps, plus elle interagit avec des minéraux qui sont des micas noirs, moins il y a de nitrates. Jolie interaction entre des molécules qui sont introduites par les humains, fabriquées dans des usines, des matériaux d'anthropocène, et des minéraux géologiques qui sont là depuis 300-400 millions d'années, qui demandent juste à être activés pour permettre aux nitrates de se transformer en azote et de repartir dans l'atmosphère. Il y a plein de jolies histoires à raconter grâce à ça, et ça c'est la représentation de l'observatoire de Plumeur, faite par Alexandra Harel. Pourriez-vous dire, ouais, bon d'accord, and so what? And so what, moi j'ai assisté à des séances où Alexandra présente ces nouvelles représentations à des porteurs d'enjeux, d'accord, à des gens qui exploitent l'eau et qui sont en conflit avec d'autres gens qui veulent faire des routes, des forestiers qui ne sont pas d'accord avec les gens de l'agence de l'eau, parce qu'évidemment, il y a ça frotte. Et bien cette représentation, elle refait discuter les gens, parce que tout le monde est obligé de se creuser la tête en se disant, mais je suis où là-dedans? Comment je me positionne dans cette nouvelle terre habitable? Et je pense, je suis même complètement convaincu, que de changer ces représentations nous permettra de renouer des dialogues qui, politiquement, étaient très compliqués entre des collectifs qui, forcément, ne sont pas d'accord, puisqu'il y a controverse. Voilà, bon, je termine. La zone critique, c'est pas qu'un truc de geek géophysicien et de geek géochimiste. C'est devenu, grâce à Bruno, hein, très honnêtement, cette grande initiative de sciences sociales. Hein, vous voulez atterrir sur la Terre, pourquoi? Parce que nous sommes suspendus au milieu de nulle part et on va se cracher. Ah oui, c'est comment là en bas? C'est plutôt compliqué. C'est une zone de guerre.
Non, non, mais c'est proche, c'est une zone critique, de quelques kilomètres d'épaisseur où tout se passe. Est-ce que c'est habitable? Ben, ça dépend de votre science, c'est vraiment le truc de Plummer. Est-ce que je vais y survivre? Ben, ça dépend de votre politique. Et je trouve que cette introduction du catalogue de l'exposition qu'on avait organisée à plusieurs à Karlsruhe est absolument magnifique. Voilà. Alors c'est quoi un géopathe? C'était ma dernière slide. Nous sommes insérés dans un système complexe aux multiples temporalités, associant des vivants, des non-vivants. La zone critique renouvelle le discours de nos attachements. Alors, je pense que vraiment, c'est ça que j'essaye de travailler. Se rendre sensible à ce système passe par l'observation. Je pense qu'il faut réapprendre à observer les choses. Mais aussi par l'instrumentation, parce qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas observer. Vous ne pouvez pas observer le mouvement de l'eau. Ce n'est pas possible. Elle vous échappe. Par des capteurs. Nous ne sommes pas doués de géoception comme on est doué de proprioception. Se remettre des détails spatiaux, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, à l'hétérotemporalité, d'accord? Donc c'est cette notion que nous ne sommes pas dans un temps, nous sommes dans des temps, et de ce détendre, nous dépendons de ces temps. Donc c'est de nous resynchroniser. Et je pense que la géopathie, pour moi, c'est un problème de resynchronisation. Comment je me réinsère dans des cycles qui ont fait que la Terre était habitable pendant longtemps. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a 3,7 milliards d'années. Elle n'a pas cessé d'évoluer, mais les conditions d'habitabilité ont à peu près pas changé. Donc il y a quelque chose sur la planète qui faisait qu'elle était régénérée en permanence. Hein. Elle était en particulier par ces systèmes de cycles emboîtés complètement régulés. Et d'où l'idée de faire des exercices, hein, de faire parler une rivière, de regarder comment des signaux électriques se propagent dans la zone critique, etc., qui sont des exercices de géopathie, à mon avis. Voilà, on peut prendre des questions, hein, j'en ai fini.